Donc on va faire le point sur la partie interruption. Donc je vous rappelle un petit peu les différents éléments. Vous avez un timer qu'on appelle PIT qui envoie une interruption à intervalles réguliers. Ce timer se règle par l'intermédiaire des entrées-sorties in et out. Ce sont des instructions assembleurs spécifiques que le processeur va pouvoir envoyer. Donc ça permettra de régler la partie fréquence ou période de l'horloge. Donc première étape. Deuxième étape, une fois que vous avez configuré ces éléments-là, vous avez un deuxième composant qui est impliqué. Ce deuxième composant qui est impliqué, c'est le contrôleur d'interruption. En fait, il y en a deux, mais ici, on va en utiliser qu'un seul. Ils sont chaînés entre les deux. Et puis, un certain nombre d'entrées, 7 en l'occurrence pour le premier, qui également se configurent par des entrées-sorties pour, pour pouvoir être configuré. Qu'est-ce qu'on configure à ce niveau-là? On va configurer l'autorisation de telle ou telle interruption. Donc ici, comme on est sur la source IRQ0 qui va être branchée ici, si on veut avoir une chance qu'elle arrive cette fois au processeur, il va falloir démasquer les interruptions au niveau du contrôleur d'interruption. Une fois que les interruptions arrivent ici, il y a encore une fois une autorisation à gérer les interruptions au niveau du processeur, et cette fois, c'est les instructions au niveau du jeu d'instructions du processeur qui sont CLI et STI qui le font. Donc, lorsque on a toute cette chaîne qui est mise en place, le mécanisme d'interruption qui va être déclenché au niveau du processeur va pouvoir se faire. Donc dernière étape, cette fois, le processeur, lorsqu'il reçoit une interruption, donc je vais le symboliser par, vous avez l'interruption qui arrive ici, elle est possible parce que vous avez autorisé les interruptions au niveau du pic, parce que vous avez démasqué les interruptions au niveau du processeur. Le mécanisme d'interruption est le suivant, il va aller chercher dans la mémoire un endroit très précis qui est la table des vecteurs d'interruption. Je fais un zoom sur cette partie-là. Donc la table des vecteurs d'interruption. Qu'on va appeler IDT. Donc cette table, vous pouvez avoir plusieurs sources d'interruption, contrairement à ce qu'on avait vu l'année dernière. On vous l'a placé au moment de l'initialisation dans le CRT0 à l'adresse 1000. Et l'entrée qui correspond à IRQ0, c'est l'entrée numéro 32. Donc IRQ0, c'est l'entrée numéro 32 des vecteurs d'interruption. Donc ça veut dire chaque vecteur d'interruption, donc là, fait 8 octets. Donc chaque vecteur d'interruption faisant 8 octets, vous allez trouver cette entrée pour IRQ0 à l'adresse 0x1000 plus 32 fois 8. 32 fois 8 en décimale, ça fait 256. Et en hexadécimal, ça fait 0x100. Donc l'adresse qui correspond ici, c'est 0x1100. Alors, ça va être utile pour pouvoir vérifier cette entrée dans la table de vecteurs d'interruption. Donc je reviendrai dessus, mais je vais juste rappeler la totalité du mécanisme. Donc dans cette entrée qui est ici, on a une partie, alors que je vais mettre comme ça, on a une partie qui contient l'adresse du programme d'interruption. Donc ce programme d'interruption, ça doit être un programme écrit en assembleur parce que c'est le mécanisme d'interruption qui va être déclenché. Ce programme d'interruption, vous allez le brancher sur traitant IT32, qui est un programme qu'on vous a fourni. Donc si je regarde traitant IT32, qui vous a été fourni,
Vous avez une série de push qui permettent de sauvegarder certains registres. Alors, ces registres, j'en reparlerai plus tard, ce sont les registres Scratch, c'est-à-dire que ce sont les registres que un programme ne garantit pas, une fonction ne garantit pas, euh, dont elle ne garantit pas la- la conservation. Et comme lorsqu'on a une interruption, on veut se retrouver entre avant et après l'interruption avec les mêmes registres, il faut que ces registres Scratch soient conservés. Donc je les sauvegarde avec le push. Lorsque je vais faire un call, donc le call ça va être tick pit qui va être le programme que vous allez écrire en C, qui lui va sauvegarder les registres non Scratch. Donc du coup, entre ceux qu'on aura sauvegardés ici et ceux qui seront restitués entre l'entrée dans TickPit et la sortie dans TickPic, eh bien, vous aurez tous les registres qui seront restaurés entre le début de l'interruption et la fin de l'interruption. Donc vous avez une série de pop qui va restaurer les registres qui ont été sauvegardés juste avant. Donc c'est toujours les registres Scratch. Et une instruction du coup qu'on n'aurait pas pu écrire en C, c'est IRET, qui est le retour d'interruption qui va faire le mécanisme permettant de redémasquer les interruptions et de revenir là où on s'était arrêté. Donc ça, c'est traitant IT32. Donc faites attention, une erreur assez courante, c'est cette ligne-là est commentée, il faut bien la décommenter une fois que vous avez mis tout en place. Donc, je reviens dessus. Vous avez l'interruption qui arrive. Cette interruption arrive. Elle va, si elle est bien démasquée, déclencher la lecture par le processeur. Ça, c'est le mécanisme qui est fait dans le processeur. L'entrée dans la table des vecteurs d'interruption qui va du coup appeler le traitant IT32 et ce traitant IT32 va appeler votre programme TickPit et ce programme TickPit c'est le programme que vous allez faire, cette fois écrit en C. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans TickPit? Ben, vu qu'on veut afficher l'horloge, il va falloir mettre à jour l'heure, enfin mettre à jour un compteur qui pourra vous permettre de disposer de l'heure. Donc ça doit être une valeur, une variable globale. Donc en gros, hein, c'est un plus plus. Hein. On va calculer à partir de ça, on sait le rythme auquel on va avoir les interruptions, l'heure, les minutes et les secondes. On va afficher, donc là, en haut, à droite, c'est cette heure. Donc pour ça, je vous conseille d'utiliser sprintf pour construire la chaîne à afficher. Et puis, deuxième étape, disposer d'une fonction particulière qui permet d'afficher en haut à droite. Alors, il ne faudra pas oublier, lorsque vous faites cette fonction, de bien sauvegarder la position du curseur avant l'affichage et de la restituer après, de manière à ce que votre curseur à chaque affichage de l'heure ne soit pas déplacé, pour que l'affichage puisse fonctionner comme ci. Donc là, on a à peu près tous les éléments. Il manque un élément très important. Comme vous avez le contrôleur d'interruption qui peut être sollicité par un certain nombre de composants, donc là vous avez un autre composant, il va falloir lui signaler que la demande d'interruption qui a été faite a été prise en compte. Si on ne le fait pas, ben, il va continuer à maintenir la demande d'interruption au niveau du processeur. Donc, dès qu'on va sortir de l'interruption, eh bien, on va y re-rentrer. Et donc, ce n'est pas du tout ce que vous voulez. Donc, il va falloir acquitter. Donc, je l'ai bien mis sur ce côté-là. Ça va se faire aussi avec le out. Donc, out 0x20, 0x20, si vous reprenez le sujet. Donc, acquitter.
Souvent, dans cette partie-là, la grosse difficulté, enfin la grosse erreur que vous faites, c'est, éventuellement vous démasquez pas les interruptions, donc ni là, ni là, ou alors vous avez le rythme qui est trop rapide et donc vous n'arrivez pas à gérer les choses. Mais le plus courant, c'est ce vecteur d'interruption qui est mal réglé. Donc je vais refaire un petit point sur ce vecteur d'interruption. Donc le vecteur d'interruption, à quoi il ressemble? Si vous reprenez le sujet, ce vecteur d'interruption, il est composé de 2 mots de 32 bits. Donc si vous n'avez pas fini cette partie-là, je vous conseille vraiment de travailler sur des mots de 32 bits. Donc je vais mettre 31 à 0. Donc vous avez le premier. Donc le premier, il est à quelle adresse? Eh ben, pour ce qui nous intéresse, il va à l'adresse 0x1100. Et le deuxième, vu que vous avez 32 bits, ça fait 4 fois 8, le deuxième est à l'adresse 1104 en hexadécimal. Que contient le premier? Il contient kernel CS sur les 16 bits de poids fort. Kernel CS, la valeur est égale à 0x10. Et puis, vous allez avoir sur la partie poids faible l'adresse du programme d'interruption sur les bits de poids faible, les 16 bits de poids faible, c'est-à-dire 15 à 0. Sur le deuxième mot, vous allez avoir le complément de cette adresse du programme d'interruption, donc de 31 à 0. Vous noterez que c'est aligné par rapport aux différents mots. Et la suite, c'est 08E00. Et entre le kernel CS et ceci, c'est pour rentrer dans un certain mode lorsqu'on va être en interruption. Donc si vous vous trompez, c'est aussi problématique. Comment on vérifie ça? Donc normalement, vous avez fait une fonction qui s'appelle init traitant IT. Donc si vous faites init traitant IT, donc cette fonction va prendre l'adresse d'un programme et normalement, vous allez mettre là traitant IT32. Lorsque vous allez écrire ça en C, il va dire: «Ah attention, je ne connais pas cette fonction». Le plus simple, dans le programme, en C que vous allez faire, ben, cette fonction, elle est définie dans un module en assembleur. Et bien, comme dans tout ce que vous faites lorsque vous avez une fonction qui n'est pas définie dans le module que vous compilez, eh bien, il faut juste le déclarer, alors soit dans un point H, soit directement au niveau du programme C en question. Donc là, il n'y a pas vraiment besoin d'avoir un point H puisque cette fonction, elle existe que à destination de cette initialisation. Donc lorsque je vais appeler ça, donc il suffit de définir au début qu'elle existe par ailleurs, donc avec le mot-clé externe, il existe une fonction qui ne retourne rien, qui s'appelle traitant IT32 et qui ne prend rien en paramètre. Et donc l'éditeur de lien, au moment où vous allez fabriquer votre noyau, va rassembler les morceaux et va prendre la partie du code compilé lorsque vous avez écrit lorsqu'on vous a fourni le code assembleur et va rassembler les morceaux. Donc ça va fonctionner. Alors, maintenant pour savoir si ça fonctionne. Lorsque vous mettez en mode debug, exécutez cette ligne-là, arrêtez-vous à cet endroit-là et allez regarder ce qui se passe. Lorsque vous êtes dans le GDB, vous pouvez aller regarder l'adresse de traitant IT32. Donc si vous faites print traitant IT32, il va vous dire que c'est une fonction et il va vous donner l'adresse. Imaginons que cette adresse, ça soit 0x1000 E000. C'est ce que j'ai vu chez beaucoup de gens. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Bah, ça, c'est la partie poids fort, c'est-à-dire les bits 31 à 16. Et ça, c'est la partie poids faible, à savoir les bits 15 à 0. Qu'est-ce qu'on devrait trouver en mémoire? Eh bien, si je reviens sur cette partie-là, je devrais retrouver le E000 ici, en hexadécimal, et 10, je devrais le retrouver ici. Si je reprends juste pour que vous compreniez bien, si maintenant je mets 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, là je devrais trouver
5, 6, 7, 8. Et là, je dois retrouver 1, 2, 3, 4. Donc comment je vérifie une fois que j'ai exécuté, et que je suis, dans mon debug juste après ça? Eh bien, je vais vérifier en faisant un X. X, c'est pour afficher le contenu de la mémoire. Je vais l'afficher, je vais afficher 2 mots en hexadécimal à l'adresse 0x1100. Et normalement, si tout va bien, vous devriez avoir un premier mot qui devrait être constitué de 0x10, ça c'est pour kernel CS, suivi de E000. Un deuxième mot qui devrait être 0x10, ça c'est pour la partie point fort, suivi de 8E00. Si vous n'avez pas ça, persévérez jusqu'à avoir ça, vous avez dû vous tromper dans l'ordre des choses. Voilà, j'ai fini ce premier point sur le TP2 en espérant que ces éléments vous aideront à finaliser cette partie-là.